Donc, bonsoir à toutes et à tous. Et donc, je suis Pauline Guinard, maître de conférence en géographie à l'ENS et actuellement en délégation à l'UMR-PAC. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que cette année, je suis chercheuse à temps complet, ce qui me permet de poursuivre justement mes recherches sur les relations entre ville et émotion. Et c'est d'ailleurs de cela dont je vais vous parler ce soir. Et comme on l'a dit, c'est un sujet qui peut a priori paraître original. Je précise aussi que je vais en parler comme géographe, donc c'est le point de vue qui est le mien, même si j'espère que ce que je vais présenter pourra aussi être utile à ceux qui conçoivent la ville, pas seulement ceux qui l'étudient, les urbanistes, les architectes et les aménageurs. J'espère qu'on aura aussi l'occasion d'en discuter, et je présenterai notamment des méthodologies d'enquête un peu concrètes qui, à mon avis, peuvent être appropriées par plein de gens. Donc, pour aborder ce sujet du rôle des émotions en ville, je construirai mon propos autour de 3 grandes questions. D'abord, commençons par le commencement. Pourquoi étudier les émotions en géographie, et d'autant plus quand on s'intéresse aux villes? Je reviendrai ici plutôt sur mon parcours et ce qui m'a amené à m'intéresser à cette question-là. Comment les étudier, avec quelle approche pour le faire? Donc un point de vue un petit peu plus épistémo. Et je finirai par la question des outils. Comment on attrape ces éléments que sont les émotions et comment on arrive à saisir ce qu'ont les émotions en ville. J'ai tendance à parler vite. Si je parle trop vite, dites-moi. Si je ne suis pas claire, dites-moi. Je peux aussi m'arrêter même avant le temps des questions. Alors tout d'abord, pourquoi? Pourquoi s'intéresser aux émotions quand on est géographe, et en particulier, comme dans mon cas, quand on s'intéresse à la vie? En réalité, cette question-là, cette question des émotions, et notamment la question de la peur, elle s'est presque imposée à moi sur mon terrain de thèse que j'ai effectué à Johannesburg, en Afrique du Sud, capitale économique de l'Afrique du Sud, terrain que j'ai effectué entre 2009 et 2012. Et à l'époque, j'étudiais les espaces publics, savoir ce que c'est qu'un espace public dans le contexte post-apartheid, qu'est-ce qui fait espace public, où est-ce qu'on les trouve, et comment l'art, notamment, et les artistes qui interviennent dans ces espaces publics peuvent ou non contribuer à ce que j'ai appelé la publicisation des espaces, c'est-à-dire le fait de les rendre publics, socialement divers, mais aussi espaces de débat politique. Donc, dans le contexte sud-africain, et plus encore johannesbourgeois, il est en effet impossible de comprendre le fonctionnement de la ville, la manière dont les gens pratiquent la ville, se déplacent dans la ville, sans prendre en considération la peur, que celle-ci soit liée à un danger réel ou à un danger imaginé. Alors, pour vous donner à comprendre ça, je vous ai présenté ici 2 photographies, qui sont 2 photographies du centre-ville, d'une rue du centre-ville de Johannesburg. À droite, vous avez le centre-ville le jour, donc vous voyez un certain nombre d'activités formelles et informelles. Au premier plan, vous avez des activités informelles. Vous avez un certain nombre de, vous voyez, les petits, ce qu'on appelle les combis, les petits bus là, c'est du transport collectif. Vous avez pas mal de passants et les bureaux sont occupés parce que c'est un ancien centre économique. C'est plus le premier, mais c'est un centre qui reste important. Donc voilà, un centre-ville plutôt actif. Pas exactement la même rue. La rue d'à côté, la nuit. Alors quand je dis la nuit, il n'est pas 4h du matin, il est 22h. Et là, vous avez plus personne. Et de fait, à Johannesburg, à partir du moment où la nuit tombe, c'est-à-dire vers 17-18h, selon si c'est l'été ou l'hiver, se produit un phénomène j'allais dire de fuite, mais le mot est un peu trop fort peut-être, un phénomène en tout cas d'évitement du centre-ville, puisque les gens qui sortent des bureaux rentrent chez eux, souvent ils habitent soit dans les townships, je reviendrai là-dessus après, du sud de la ville, soit dans les quartiers pavillonnaires du nord, soit si c'est des habitants, ils rentrent chez eux, ça veut dire qu'il n'y a personne, il y a des bâtiments d'habitation, mais ils ne sortent plus dans la rue. Alors vous imaginez bien que moi au départ, quand j'ai commencé à travailler sur les espaces publics, comme tout bon géographe, je voulais étudier toutes les temporalités, voilà. Et puis quand on se retrouve toute seule dans sa voiture à 22h la nuit et qu'il n'y a personne, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire exactement? Non seulement parce qu'il y a une manière de diffuser la peur qui fait qu'on, même s'il n'y a personne, on craint la présence de quelqu'un d'autre. Donc on commence soi-même à avoir peur d'être dans ce type de quartier. Et puis surtout, une fois que j'ai pris la photo, il n'y a pas grand-chose à voir, puisque c'est un quartier évité. Donc ça pose aussi, là c'est l'objet de ma thèse, ça pose la question de ce que c'est qu'un espace public qui n'est pas tout le temps public, mais je ne vais pas développer ce point-là aujourd'hui, je pourrais répondre à vos questions si vous en avez. En tout cas, ce que je veux vous montrer à partir de cet exemple, c'est à quel point, ici, la peur a une implication sur la manière
dont les gens pratiquent la vie. D'accord ? Donc la géographie de la ville de Johannesburg, le jour et la nuit, change en fonction des quartiers, avec des déplacements, des centralités. Celle-ci qui est un centre économique le jour, n'est plus du tout un centre la nuit, et d'autres deviennent des lieux de sortie, etc. etc. Les gens ne sont pas juste cloîtrés chez eux, même s'il y en a beaucoup qui le sont. Mais voilà. Donc c'est comme ça que les émotions, la peur, mais plus généralement les émotions, sont devenues pour moi un sujet incontournable, parce que pour comprendre mon terrain d'enquête, j'étais obligée de prendre en compte leurs émotions. Et ce qui est intéressant, c'est que donc les émotions sont intéressantes non seulement parce qu'elles sont là, mais aussi parce que le fait de les prendre en compte me permet de mieux comprendre la manière dont les habitants pratiquent la vie, dont ils l'imaginent, et aussi la manière dont ces émotions façonnent jusque dans les corps des habitants. Alors pour vous dire, pour vous faire comprendre ce dont je parle exactement, quand je parle de l'incarnation des émotions et notamment de la peur dans le corps des habitants, je vais laisser la parole à Lebo Machile, qui est une poétesse sud-africaine qui revient dans une émission de France Culture consacrée à Johannesburg sur ce que c'est que de vivre, de se déplacer à Johannesburg quand on est une femme et notamment une femme noire. My full name is Lebogang Madichaba Mashile, but everyone calls me Lebo. And my working name is kind of Lebo Mashile. I am a poet, and, I'm an actress, poète, a performer. Je suis une actrice, je suis une performeuse, je suis une maman. I write about gender. J'écris sur l'identité, sur le genre, sur la politique. J'écris sur la spiritualité. J'écris sur le déplacement, sur le voyage, sur comment le déplacement construit qui nous sommes. Sometimes I say to myself, you know, I just want Des fois, je me dis, je voudrais juste pouvoir me promener la nuit. Vivre dans une ville où j'ai pas besoin de vérifier tout le temps si j'ai branché l'alarme, si j'ai bien tout fermé à clé. My doors are locked. I don't want to pray every night. J'en ai marre de prier tous les soirs qu'il ne m'arrive rien. Qu'il n'arrive rien à mon fils. J'en ai marre de me dire le soir, Dieu merci, aujourd'hui, je n'ai pas été agressée, je n'ai pas été violée, je n'ai pas été cambriolée, personne de la famille n'a été assassiné. On vit avec cette peur, cette angoisse permanente. Même quand tout va bien, c'est en nous, c'est inscrit dans notre corps. That stress is still, it lives in your body. When I travel, sometimes it takes Quand je pars en voyage, je mets au moins 2 ou 3 jours pour me sentir à l'aise. Et je sens la différence dans mon corps. Il y a un poids qui tombe de mes épaules. Ma colonne vertébrale se détend, je respire mieux. Mais chaque fois que j'arrive quelque part, les premiers jours, même si je sais que je n'ai rien à craindre, je ne peux pas m'empêcher de regarder derrière moi. Je suis obligée de me dire, attends, c'est bon, tu peux marcher seul dans la rue. J'ai passé presque toute ma vie dans une ville où je ne peux pas marcher seul la nuit. C'est terrifiant. Lefela a bona e sa amogeliseng a batla go e bolaya lefela le lolokile go fatla tlhaloganyego ka lefifi. Et d'ailleurs, il y a une architecture de la peur. Ma maison est entourée de palissades, il y a une alarme, un portail électrique. Ma voiture a une alarme, les fenêtres sont grillagées, il y a des détecteurs de présence partout, tout le monde a des chiens, tout le monde emploie des vigiles armés. Il y a une véritable industrie de la peur. On voit ça partout ici. Et c'est sans doute en grande partie lié au traumatisme de l'apartheid. Parce que l'apartheid, c'était aussi une affaire de peur, d'exclusion, de violence. Mais avant, tous ces sentiments négatifs étaient cantonnés dans les townships avec les Noirs. Maintenant, ils se sont propagés partout. These suburbs during apartheid were 100% safe.
Ici, là où j'habite, pendant l'apartheid, c'était tranquille à 100%. On pouvait se promener, on risquait rien. In these suburbs, the threat that exists today in affluent parts of Johannesburg. La menace, l'insécurité, la peur qu'on ressent à Johannesburg, c'est quelque chose de récent. Ou plutôt, la peur a toujours été là, mais elle a changé de forme. I don't think we've begun to do the work of really unpacking. Je ne suis pas sûre que nous ayons vraiment commencé à sonder ce que représente pour nous cet héritage-là. Comment nous vivons tous les jours avec l'héritage de l'apartheid. Comment nous aimons, comment nous élevons nos enfants, comment nous nous comportons envers les autres et envers nous-mêmes. Je ne suis pas sûre qu'on ait commencé à penser à tout ça en tant que société. Ce qui est intéressant avec le témoignage de Lebo, c'est qu'on voit à quel point la peur d'abord s'incarne dans les corps des citadins. Tout ce qu'elle décrit, quand je ne suis pas à Johannesburg, il me faut du temps pour que ma colonne vertébrale se détende, je ne regarde pas tout le temps derrière moi. L'idée qu'il y a une menace permanente qui va arriver. Et c'est quelque chose qui se diffuse très vite à Johannesburg. La question qu'on vous pose le plus souvent quand vous arrivez, c'est « Is it safe ?» Enfin, d'ailleurs, qu'on vous pose tout le temps, mais qui vous frappe quand on arrive, c'est « Is it safe ?» Vous allez quelque part, « Is it safe ?» etc. etc. D'accord ? Donc cette impression qu'il y a un danger permanent et que du coup, on est tout le temps en train de surveiller qu'on n'est pas en danger. Alors, parenthèse, cette peur, elle n'est pas qu'imaginée. Il y a des taux de violence qui sont très très forts à Johannesburg, des attaques interpersonnelles, mais aussi des viols. Johannesburg est malheureusement connue pour être une des villes où il y a le plus fort taux de viols par habitant. Mais il y a parfois des décalages. C'est-à-dire que les endroits où se produisent vraiment les viols, par exemple, en majorité, c'est dans l'espace domestique. Quand c'est des viols intrafamiliaux. Et pourtant, dans l'imaginaire des citadins, et notamment des femmes, indépendamment de leur couleur de peau en Afrique du Sud, c'est l'espace public qui est un danger. Donc vous voyez, ce qui est intéressant en géographie, c'est aussi d'étudier ces décalages entre ce qui se passe et ce que les gens imaginent, et qui conduit, encore une fois, à ce que une femme seule la nuit, elle ne se déplace pas à Johannesburg. D'accord ? Donc on a vraiment une incarnation de la peur dans le corps des citadins. C'est vrai pour les femmes, mais c'est aussi vrai, il y a des études qui avaient été menées d'ailleurs aux États-Unis là-dessus, c'est aussi vrai sur ceux qui sont supposés être source de danger. Aux États-Unis, il y a des témoignages de jeunes hommes noirs qui témoignaient du fait que, oui, ils ne s'approchaient pas trop des gens parce que dans l'imaginaire, ils étaient associés à un danger et qu'ils savaient qu'ils avaient une certaine distance à respecter s'ils ne voulaient pas eux-mêmes être mis en danger. Donc la peur s'incarne dans les corps, elle se traduit dans la matérialité de la ville. Quand Lebo dit ma maison a des palissades, un alarme, des barrières, et c'est une industrie, oui, alors vous voyez aussi beaucoup de compagnies de sécurité, des caméras de vidéosurveillance, etc. etc. C'est un modèle qu'on appelle les City Improvement District, qui est importé des États-Unis, où ça s'appelle les Business Improvement District, mais le principe est le même, c'est qu'on va déléguer la sécurité à une puissance autre que publique privée, et qui va patrouiller dans les rues de la ville. Et puis, la peur, elle est aussi révélatrice des évolutions de la ville en elle-même. Sur le temps long, pas seulement jour-nuit, qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi sur le temps long. C'est ce que dit Lebo quand elle dit, en fait, la peur, elle s'est diffusée dans la métropole de Johannesburg. Pendant l'apartheid, la peur, elle était surtout dans les townships. Alors, les townships, petite note de bas de page, je vous rappelle, c'est pas des bidonvilles, d'accord ? C'est des quartiers planifiés qui ont été construits par la puissance publique de l'apartheid pour les populations noires, colored et indiennes. Et tout ça séparé. L'apartheid, c'est une logique de développement séparé, c'est ça que le terme veut dire, selon la couleur de peau, appelée race et définie dans la loi, c'est pas vous qui vous autodéfinissez, mais aussi par ethnie. D'accord ? C'est-à-dire, si vous êtes noir, vous allez habiter à tel endroit, en l'occurrence pour Johannesburg, c'est Soweto, South-West Township, et en fonction de l'ethnie, vous étiez censé habiter tel ou tel quartier. En réalité, ils n'ont jamais réussi à vraiment l'implémenter, mais il faut bien comprendre que l'apartheid, c'est ça. D'accord ? Donc les townships, ce sont les quartiers noirs, colored ou indiens, qui étaient les catégories définies par la loi, dans lesquels vont être obligés d'habiter les populations qui vont être mises dans ces catégories. J'insiste là-dessus parce que, par exemple, ils avaient un problème dans l'apartheid, j'en rigole, mais parce que, je le dis de manière marrante, mais c'est pas drôle du tout, mais par exemple, si les métis, on les met. Parce que colored, c'était seulement les métis blancs noirs. Donc, si jamais il y avait d'autres mélanges, là, c'était compliqué. Donc, pour savoir si vous étiez noir ou blanc, pour être bien sûr, le test ultime, c'était le crayon dans les cheveux.
il tombe, vous n'avez pas les cheveux crépus, vous êtes blanc ou coloré, s'il tient, vous êtes noir. Donc c'était ça l'apartheid. C'était vraiment une assignation d'une race aux gens, indépendamment de ce que eux pouvaient ressentir ou pas. Et cette désignation avait une incidence sur là où vous pouvez vivre, donc les townships exclusivement, là où vous pouvez travailler. Il y avait un système de passeport intérieur pour aller dans le quartier d'emploi. Vous n'alliez pas au centre-ville si vous n'aviez pas un emploi au centre-ville. Et puis ça avait une implication dans la vie personnelle. Vous n'aviez pas le droit d'épouser quelqu'un qui n'était pas de votre race. Donc, encore une fois, le mot race, je l'utilise tel qu'il était utilisé dans le contexte de l'apartheid, et ce n'est pas du tout un terme que moi j'utilise. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une diffusion de la peur qui était concentrée dans les townships. Pourquoi ? Parce que c'était une peur des habitants des townships vis-à-vis de la police, essentiellement, qui était la force de contrôle. Et ce que dit Lebo, c'est que la fin de l'apartheid fait qu'on a un phénomène de diffusion de la peur dans tous les quartiers, y compris, en fait, elle dit suburbs, c'est mal traduit, mais elle dit suburbs, qui sont les banlieues pavillonnaires. Pourquoi ? Parce que la violence de l'apartheid va se mener en une violence interpersonnelle entre populations classifiées dans les différentes catégories raciales, mais pas seulement. Et qui fait que finalement la peur qu'on soit attaqué, liée à ces taux de violence très importants, va se diffuser des townships dans toute la ville de Johannesburg, avec, c'est ce que je vous ai montré dans le centre-ville, quand même des incarnations dans certains temps et dans certains espaces de la ville. Donc à partir du cas de Johannesburg, on peut ainsi mettre en évidence de quelle façon la peur, et plus généralement toutes les émotions des citadins, participent vraiment de la production urbaine. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que les émotions dans toute leur diversité peuvent et même méritent d'être prises en compte par les géographes ici urbains, parce que c'est l'espace qui m'intéresse, mais ça peut valoir ailleurs, et plus largement par toutes les personnes qui s'intéressent au fonctionnement des espaces urbains contemporains. Alors bien évidemment, à Johannesburg, la peur est omniprésente, c'est la première qu'on rencontre. Ça ne veut pas dire que ce soit la seule émotion qui travaille la vie. Souvent, cette émotion-là, elle est mêlée à d'autres ou elle est complémentaire d'autres. Si je reprends le centre-ville, c'est un exemple intéressant parce qu'il est l'objet de divers imaginaires et notamment, il y a un fort désir de centre-ville, de populations qui peuvent avoir des parcours très différents. Centre-ville pendant l'apartheid, et même avant, n'oublions pas la ségrégation commence au moment de la colonisation britannique, c'est une ville blanche, donc qui habite des populations blanches, plutôt classe moyenne à aisée. Et ces populations vont migrer à partir des années 80, comme aux États-Unis, le rêve de la maison avec jardin, donc vous partez dans les suburbs du Nord. Pour beaucoup de populations qui ont une trentaine d'années, une quarantaine d'années, ce qu'on appelle les born free, c'est-à-dire les populations nées après l'apartheid, le centre-ville est un espèce d'Eldorado dont leurs parents leur parlent. Quand on habitait dans le centre-ville, il y avait les fêtes de Noël avec toutes les lumières, etc. etc. Donc c'est un espace dans lequel ils ne vont plus parce que la peur fait qu'ils n'y vont plus, que c'est un espace qui a connu, vous l'avez vu sur les photos, un moment de déségrégation dans les années 90, puis de reségrégation. Ce qui a changé, c'est qu'avant c'était des populations blanches, aujourd'hui c'est des populations noires. Donc les populations blanches tendent à éviter cet espace-là. Mais c'est aussi un lieu de désir pour les autres populations, noires, colored et indiennes, parce que c'était le centre économique où ils n'avaient pas le droit d'aller. Je vous rappelle, ils avaient les fameux passeports intérieurs, donc sauf s'ils avaient un emploi, c'était l'espace dans lequel ils n'avaient pas le droit d'aller, ou en tout cas pas le droit de rester, puisqu'ils n'avaient pas le droit de loger dans le centre-ville. Donc ce centre-ville est intéressant parce que finalement, il concentre aussi le désir de différentes populations, finalement, d'habiter ou d'aller dans cet espace-là. Et ça suscite des mécanismes qu'on connaît ailleurs, de type touristique. Donc ici, vous avez une description d'un tour organisé qui se passe dans le centre-ville et ils vous disent our biggest passion, c'est la passion du centre-ville et c'est vrai que ça se retrouve beaucoup, d'ailleurs le logo de Johannesburg c'est la tour Ponty avec le centre-ville, donc cette passion pour le centre-ville fait qu'ils organisent des tours, des walking tours, attention on va marcher dans la rue, des tours dans le centre-ville et on se rend compte que beaucoup de populations, c'est pas tellement des touristes internationaux, il y a très peu de touristes internationaux à Johannesburg, c'est essentiellement des Johannesburgeois qui vont dans le centre-ville et qui trouvent cette excuse du tourisme pour aller à nouveau dans cet espace que la plupart du temps ils évitent. Donc attrait pour le centre-ville qui se mêle aussi à des formes de nostalgie, le fameux Eldorado qui n'existerait plus, et des nostalgies en partie imaginées.
Parce que quand je parle des born free, qui retournent dans le centre-ville, notamment via les tours touristiques, ils n'ont jamais connu le centre-ville. C'est Apadouraï qui parle de nostalgie imaginée. On imagine un espace qu'on n'a jamais connu, mais qui ont été connus par d'autres avant nous, en l'occurrence ici les parents ou les grands-parents, et donc on a envie d'aller dans cet espace. Donc ça génère des mécanismes touristiques, mais aussi des phénomènes de gentrification dans les espaces essentiellement péricentraux. Il y a un quartier sur lequel je reviendrai tout à l'heure qui s'appelle Maboneng, qui signifie lieu de la lumière, pardon, qui est un quartier qui a été acheté à un moment par un trentenaire blanc avec beaucoup d'argent et qui a transformé un quartier industriel en un quartier d'abord artistique puis culturel. Je vous fais le tableau. Hein. D'abord, il y a des résidences d'artistes, notamment avec un certain William Kentridge que vous connaissez peut-être. Du coup, d'autres gens veulent être là, etc., etc. Et il y a un phénomène de gentrification qui est assez intéressant parce qu'ici, on a une forme de ségrégation sociale qui remplace une ségrégation raciale parce que c'est un quartier assez mixte, mais plutôt petite classe moyenne. Il y a aussi pas mal d'étudiants, d'artistes. Bon, je referme la parenthèse. Mais tout ça pour vous dire ce qui est intéressant, c'est que si on commence à comprendre si on commence à relire les phénomènes urbains à l'aune de la question des émotions, on se rend compte que la peur, le désir, la nostalgie sont autant d'émotions qui travaillent la vie et qui participent de l'expérience urbaine. Et bien évidemment, là je vous parle de Johannesburg parce que c'est une ville que je connais bien, mais ça existe dans d'autres villes du monde, aussi bien au quotidien que lors d'événements plus exceptionnels. Alors là, je vous ai pris quelques exemples. Pour le cas de la France, qu'est-ce que j'ai mis ? Le rassemblement à Paris, mais il y en a eu d'autres ailleurs, évidemment, à la suite des attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo. Vous vous souvenez, on avait les panneaux, si vous étiez là, il y a un certain nombre de gens qui étaient dans la rue, il y avait des panneaux « Même pas peur ». Donc cette idée d'afficher le refus de la peur qui est imposée par le terrorisme. Les gilets jaunes, là on a une autre colère qui a été affichée. Encore une fois, évidemment, il y a eu d'autres émotions liées à ça, la tristesse et plein d'autres choses. Mais il y a des émotions qui ont été affichées. Le refus de la peur dans le premier cas. Et dans le gilet jaune, beaucoup avaient aussi ces gilets, vous savez, sur la colère. Je ne sais pas si vous le disiez d'ici, c'est qui sème la misère récolte la colère. Il y a d'ailleurs eu un numéro spécial, j'y reviendrai, que vous connaissez peut-être de géographie et culture sur la géographie de la colère. Et puis, parce qu'on dit toujours que je parle des émotions négatives, aussi la joie, les scènes de liesse après la Coupe du Monde. Là, vous avez une photo de l'île. J'ai cherché Montpellier, je n'ai pas trouvé. Mais vous avez aussi peut-être des événements en tête qui suscitent ces formes de rassemblement autour d'une émotion partagée. On aurait su penser à la tristesse après l'incendie de Notre-Dame. Enfin, vous voyez l'idée. Et puis, évidemment, ça se produit aussi dans d'autres villes. Ici, j'ai pris deux exemples très contemporains. Une installation là, de chœur en commémoration des victimes du Covid près de la Tamise à Londres. Et puis ces scènes aussi, vous avez sans doute voir, des Afghans qui essayaient désespérément de monter dans un avion en août 2021. Donc ici, la détresse et l'angoisse. Donc vous voyez, cette idée, l'idée que j'essaie de défendre, c'est que les émotions sont intéressantes à prendre en compte quand on étudie l'espace, et en particulier l'espace urbain, encore une fois, juste parce que c'est mon espace d'étude, mais ça pourrait marcher avec les espaces de nature ou autres, parce que les émotions peuvent à la fois influencer les pratiques et les représentations spatiales, qu'elles peuvent s'exprimer dans les espaces urbains et susciter des mobilisations dans, mais aussi pour ces espaces. Parfois, on a aussi des moments de revendication, de réappropriation des espaces dans la manifestation. Et les émotions, c'est bien ça. C'est ce qui meut et ce qui émeut, c'est-à-dire aussi ce qui met en mouvement. Et c'est précisément ce caractère potentiellement extériorisé, collectif et spatial des émotions qui, à mon sens, et en tout cas c'est ça qui m'intéresse le plus, en fait un sujet et un objet d'étude en géographie. Donc l'idée, c'est aussi de rompre avec une idée que les émotions seraient seulement des phénomènes subjectifs et intérieurs. Oui, mais pas que. C'est aussi ça. C'est aussi des moments d'expression collective. C'est aussi des phénomènes qui ont une forme de spatialisation et de matérialisation. C'est d'ailleurs sans doute c'est sans doute cet élément-là qui les distingue des sentiments. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère le terme d'émotion à celui de sentiment, où le sentiment renvoie souvent à quelque chose qui leur relève plus de l'intime. Donc vous l'avez compris, moi ce qui m'intéresse dans l'approche des émotions, c'est vraiment comment elles se manifestent dans l'espace et comment elles ont un effet sur l'espace. Alors maintenant, une fois que j'espère vous avoir peut-être un peu convaincu de l'intérêt de la chose,
comment on l'approche en géographie. Parce que c'est ce qui est assez surprenant, et vous l'avez tous dit en présentant, c'est un sujet original. Pourquoi c'est un sujet si original ? Parce qu'en réalité, pendant longtemps, c'est quelque chose qui a été peu étudié par les géographes, et plus encore par les géographes français. Alors il y a des appels relativement précoces, pourtant, à prendre en compte cette question-là. Je pense notamment, mais il y en aurait d'autres, mais je pense que c'est les plus marquants, Éric Dardel, que vous connaissez peut-être, avec un ouvrage qui s'appelle L'homme et la terre, publié en 1952, dans lequel il utilise le terme de géographicité, et qui est une tentative d'intégrer dans la relation de l'homme à l'espace, justement cette dimension sensible. Mais Éric Dardel, il a été peu lu au moment où il a été publié, en 1952. Il y avait encore une domination de la géographie vidalienne, dont il vient pourtant, mais tout en essayant d'intégrer des dimensions plus sensibles. Et finalement, Dardel, on l'a redécouvert que assez récemment, dans les années 90-2000, par là. Pourtant, c'était déjà en germe dans ses textes. Et puis, de manière encore plus explicite, il y a également les travaux de Bonnemaison, de Joël Bonnemaison, dans un article notamment qui s'appelle « Voyage autour du territoire », publié lui en 1980, dans lequel il dit, je cite, « Dès lors, et autant que faire se peut, les géographes doivent essayer de comprendre la conception du monde qui réside au cœur du groupe et de la société qu'ils étudient. Il s'agit là de retrouver les lieux où s'exprime la culture, et plus loin, l'espèce de relation sourde et émotionnelle qui lie les hommes à leur terre, et dans le même mouvement fondent leur identité culturelle. » Donc là encore, on appelle ici carrément beaucoup plus explicite à prendre en compte les émotions dans la relation à l'espace et dans la relation au territoire, c'est-à-dire à la manière dont on s'attache à un lieu, dont on fait sien un espace et qui devient territoire. C'est sans doute aussi en partie parce que Bonnemaison est mort relativement jeune, il est mort en 1994, qu'il n'a pas poursuivi dans ce champ. Finalement, ces appels, même s'ils étaient relativement précoces, ils sont longtemps restés sans écho en géographie, et plus encore en géographie française. Et c'est un peu une spécificité de la géographie par rapport à d'autres sciences humaines et sociales. En histoire, il y a des appels à prendre en compte les émotions dès les années 20-30, avec des textes de Lucien Febvre, notamment sur cette question, et qui a donné bien des années plus tard toute une série d'ouvrages que vous connaissez peut-être, qui s'appelle L'histoire des émotions en 3 volumes. Là, j'ai mis le dernier parce que j'aimais bien la couverture, mais ça va de l'Antiquité à nos jours. Idem en sociologie, où il y a des références à la question des émotions dans les travaux de Maurice Holbach, mais aussi d'Erling Goffman, mais aussi, je ne l'ai pas cité là, mais on peut penser à l'économie, avec la société des affects de Lordon, etc., etc. Et finalement, en géographie, on a un certain retard par rapport aux autres disciplines, en géographie, et plus encore en géographie française. Alors je me suis posé la question du pourquoi. Pourquoi cette faible prise en compte des émotions jusqu'à une période récente en géographie? D'abord, je pense que la première raison, c'est le poids de l'héritage moderniste qui tend à opposer émotion et raison. Alors l'idée, c'est qu'on aurait les émotions relevant du côté du subjectif, du privé, et de l'autre côté, la raison qui serait du côté du public, de l'espace public, et parfois même du politique. Or, si on reprend mes exemples précédemment, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que les émotions ne sont pas que subjectives, et sont aussi une manière de comprendre la ville. Et plus encore, dans la question du rapport au chercheur à son espace d'étude, je beau être une géographe sans peur et sans reproche, néanmoins, les émotions nous travaillent quand on est sur le terrain. Et que plutôt que de taire ces émotions, ce qui relève des émotions, les prendre en compte peuvent au contraire être une manière de mieux comprendre la réalité qu'on observe. Donc à ce titre-là, les émotions ne seraient pas nécessairement quelque chose qui fausserait l'objectivité du chercheur, mais les prendre en compte, les expliciter et comprendre ce qu'elles nous disent serait plutôt une manière, au contraire, de travailler une objectivité liée à une prise en compte de la positionnalité du chercheur sur le terrain. Vous imaginez bien que c'est ce genre de questions que j'ai dû me poser, parce qu'être une femme blanche en Afrique du Sud, si on ne se pose pas de questions, ça peut poser problème. Donc, poids de cet héritage-là, mais aussi, d'une certaine manière, crainte d'être déconsidérée par ses pairs en s'intéressant à un sujet qui est encore marginal. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de questions de ce type ce soir, mais on ne sait jamais. Le premier café que j'ai fait sur cette question-là, on m'a dit « Ah, mais c'est parce que vous êtes une bonne femme. » Vous voyez, cette idée
que parce que je suis une femme, je serais plus émotive, donc j'aurais plus d'émotions, et c'est pour ça que ça m'intéresserait. Si j'étais un homme, ça ne me donnerait pas. Bon. Je m'inscris en faux contre cette analyse, vous l'aurez compris. Mais c'est néanmoins, ça vous fait rire, mais je vous assure que c'est le genre d'attaque qui peut surprendre, mais dans lequel on vit encore aujourd'hui. J'ai des collègues d'ailleurs, éminents profs des universités, je ne donnerai pas leur nom, mais qui se sont vus refuser un article parce que c'était trop émotionnel. Bon, bref, passons. On retrouve cette opposition raison-émotion. D'accord ? L'idée qu'en gros, on se décrédibiliserait parce qu'on parlerait des émotions sur son terrain ou ailleurs, d'ailleurs. Et puis, troisième raison, et c'est celle-ci que je vais creuser aujourd'hui, qui m'intéresse un peu plus, la question de la difficulté à étudier les émotions en géographie, parce que souvent, on n'a pas forcément les outils pour le faire. Je reviendrai sur le pourquoi de ça. Donc, c'est sans doute toutes ces raisons qui font que les émotions ont été longtemps un hors-champ de la géographie. Alors, cela dit, c'est en train de changer, à tel point que certains parlent de tournant émotionnel. Bon, surtout les anglos, ils adorent les tournants, hein, ça tourne beaucoup. Mais au-delà de la formule, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, voir le début d'une certaine littérature sur cette question-là en géographie, d'abord dans les années 2000 en géographie anglophone et un peu plus récemment dans les années 2010, on va dire, fin des années 2010, en géographie française. Alors le tournant, pourquoi ils disent ça ? L'idée, c'est qu'il y aurait une multiplication des études sur le sujet, mais aussi qu'il y aurait une évolution dans les sociétés contemporaines mêmes, dans lequel le registre émotionnel serait de plus en plus présent. Dans les médias, dans les manifestations, on l'a vu, mais aussi dans les registres politiques, hein, avec une... Bon, je ne reviens pas sur Trump, mais on a aussi cette côté de l'instrumentalisation de la peur, Trump ou d'autres, hein, toute résonance avec un contexte contemporain serait évidemment fortuite. On a des instrumentalisations aussi d'un certain nombre d'émotions. Alors d'autres contestent ce terme-là, un peu comme savoir s'il y a un tournant culturel ou si c'est ou pas, en disant en fait c'est plutôt un renouveau, parce que finalement si on regarde les textes plus anciens, cette dimension-là est présente, mais pas affirmée comme telle. Quoi qu'il en soit, on a de fait de plus en plus de textes qui abordent de front cette question, sans doute aussi en grande partie influencés par les études féministes, hein, qui ont aussi essayé de travailler beaucoup plus la relation à l'autre et le sensible. Donc, parmi toutes ces études qui se développent, je dégage trois... Alors, ça, c'est moi qui fais ces catégories-là, hein, c'est pour vous aider à comprendre ce qui se fait dans le champ. On peut distinguer, il me semble, trois manières d'aborder cette question en géographie aujourd'hui. Tout d'abord, mais je vais aller vite là-dessus parce que j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est une géographie que j'appelle une géographie réflexive par les émotions. C'est un peu ce que je vous ai montré sur le cas de Johannesburg. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire qu'il est intéressant pour un géographe, comme n'importe qui ferait du terrain, hein, ça vaudrait pour un sociologue, un anthropologue, etc., de s'interroger sur ses propres émotions, et en particulier celles ressenties sur le terrain, parce qu'elles sont révélatrices du contexte dans lequel les chercheurs enquêtent. Hein, l'idée, c'est pas de faire de l'égo-géographie, en tout cas moi, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas de dire j'ai eu peur à tel endroit, voilà. C'est de dire à cet endroit-là, à ce moment-là, j'ai eu peur, pourquoi, à quoi c'est lié, quels sont les éléments du contexte spatial, social, qui font qu'à ce moment-là, un sentiment de peur est apparu dans cet espace-là. Donc ça, c'est le cas de la peur, mais d'autres étudient d'autres types d'émotions. Par exemple, Lise Bondy revient, elle travaillait pendant sa thèse sur les fermetures d'écoles. Et elle faisait beaucoup d'entretiens sur les fermetures d'écoles. Elle interrogeait des parents qui étaient touchés par ça en Angleterre. Et puis elle se rend compte, en revenant 10 ans plus tard sur ses théories, enfin sur sa thèse, qu'en réalité, elle éprouvait un sentiment de culpabilité très fort. Pas parce qu'elle disait aux parents je vais rouvrir l'école. Elle disait je suis chercheuse, je veux comprendre ce qui se passe. Et que si elle avait pris en compte ce sentiment de culpabilité, elle aurait aussi peut-être compris la dimension morale qu'il y avait derrière cette question des fermetures d'école. Donc l'idée, c'est de dire que les émotions sont un outil supplémentaire, un outil d'analyse supplémentaire pour mieux comprendre les situations qu'on observe ou les situations dans lesquelles on est. Dans cette approche de la géographie, que j'appelle la géographie réflexive par les émotions, elle concerne finalement tous les champs. Hein, tous les champs à partir du moment où on a une pratique de terrain. Ça vaudrait d'ailleurs au-delà de la géographie, encore une fois, hein, pour tous ceux qui font des enquêtes in situ. Donc ici, on n'a pas les émotions comme objet de recherche. L'idée, c'est de dire, sur tous les sujets d'enquête possibles, si on est attentif à ça, peut-être qu'on peut mieux comprendre les situations observées. À l'inverse de ça, une géographie qui là est vraiment, enfin à l'inverse, en complément ou avec une autre approche, en tout cas, une géographie des émotions. Là, l'idée, c'est que les émotions sont vraiment l'objet de la recherche. Alors là, il y a eu pléthore d'ouvrages qui sont diffusés sur ce sujet.
La géographie de la peur, j'en ai parlé, mais ça date de plus loin. Yifei Tuan, dès les années 70, l'ouvrage Landscape of Fear date de 1979, revient sur cette question-là et il étudie, lui, les contes pour enfants. Vous savez pourquoi la forêt, chez nous, en Occident, est associée à la peur. Alors, vous n'auriez pas du tout ça au Japon, mais il s'intéresse à la construction culturelle de l'association entre émotions et certains types d'espaces. Mais aussi la nostalgie, on en a déjà un peu parlé, mais aussi la colère, le fameux numéro dont je vous parlais sur les gilets jaunes, mais c'est pas tout à fait exact, qui part des gilets jaunes mais qui est élargi à d'autres types de colère, mais aussi le plaisir avec un numéro spécial de la revue Urbanité, sur ville de plaisir, plaisir urbain, c'est-à-dire où sont les lieux de plaisir dans la ville, et aussi l'idée c'est aussi d'analyser certaines villes comme des villes de plaisir, type Las Vegas par exemple. Et là, ce qui justifie ça, c'est de dire quoi? C'est de dire certaines émotions sont elles-mêmes intrinsèquement spatiales. Et ça justifie qu'on puisse les étudier. L'exemple le plus probant là-dessus, c'est la nostalgie. Ce que dit Philippe Gervais-Langoni, qui travaille sur cette question-là, c'est de dire la nostalgie, c'est pas seulement un temps passé qui nous manque, c'est un espace qui nous manque. La nostalgie a souvent été étudiée à l'aune de l'espace, du temps passé, mais c'est aussi un espace qui n'existe plus ou auquel on n'a plus accès. Pensez notamment aux migrations. Lui, il dit, la nostalgie, c'est intéressant parce que l'émotion en elle-même est spatiale. Donc, il est intéressant de comprendre ce ressort spatial. Et puis d'autres émotions, on l'a vu avec la peur, elles ne sont pas forcément spatiales, quoique, sauf si on a peur du vide, par exemple le vertige, quelque part c'est une émotion spatiale, mais elles sont intéressantes parce qu'elles ne sont pas spatiales en elles-mêmes, mais elles ont des traductions spatiales. On en revient à nos caméras de vidéosurveillance, les barrières, ce genre de choses. Donc ici, l'étude des émotions, les émotions deviennent un véritable objet d'étude qui peuvent avoir des traductions matérielles, grilles, barrières, etc., mais aussi tourisme, gentrification, mais aussi immatérielles, représentation, stratégie d'évitement, etc. Et puis je distingue un troisième champ que j'appelle, que pas moi, ça pour le coup c'est eux qui appellent ça comme ça, la géographie ou les géographies émotionnelles, notamment à la suite des travaux de Lise Bondy, Joyce Davidson et Mike Smith, que moi j'avais pris les prénoms en tête, et eux ce qu'ils disent, c'est que toutes nos relations aux espaces comportent une dimension émotionnelle. C'est ce qui fait qu'on va passer par tel chemin plutôt qu'à autre, parce qu'il y a la boulangerie qu'on aime bien à cet endroit-là, que c'est un lieu qu'on associe plutôt au plaisir, alors qu'on va éviter tel autre, parce qu'associé à la peur ou à d'autres personnes qu'on n'a pas envie de rencontrer, que sais-je. Ici, on n'a pas donc un champ de la géographie en particulier qui est concerné, mais l'idée c'est de dire que tous les phénomènes spatiaux ont une composante spatiale, et ont une composante émotionnelle, et qu'à ce titre-là, on pourrait finalement étudier les émotions dans tous les phénomènes qu'on étudie. Alors pour vous, je ne devrais pas parce qu'on est plutôt sur la ville, mais quand même pour vous sortir sur l'urbain, par exemple dans le Emotions, Place and Culture, son prénom, Foster, Judith ou Jennifer Foster, elle étudie un parc naturel qui est pas loin, un parc pas loin de Toronto, et elle étudie en fait les émotions esthétiques qui font qu'un certain groupe va se mobiliser pour protéger cet espace. Donc elle étudie ça, mais ce qu'elle montre, c'est qu'ils protègent une vision de l'espace, un type de nature, y compris aux dépens d'autres types de populations qui vont être exclues. Ce qui est intéressant de comprendre là ici, c'est que non seulement les émotions, c'est pas que du subjectif, mais c'est aussi des rapports de force. Donc c'est qui va réussir à imposer une vision d'un espace. Il y a une émotion qui va être attachée pour eux à cet espace-là, et y compris parfois aux dépens d'autres groupes qui vont avoir une autre vision de cet espace-là. Donc les émotions, là aussi, je conteste cette idée subjective d'un côté et politique de l'autre, les émotions peuvent aussi être l'objet de rapports de force. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a donc différentes manières d'appréhender les émotions en géographie, mais quelle que soit l'approche dans laquelle on se situe, moi aujourd'hui je suis plutôt dans la dernière, une fois qu'on a vu ça, comment concrètement on attrape les émotions? Et là on touche à un problème qui n'est pas seulement épistémologique, on touche à un problème qui est méthodologique. Pourquoi un problème méthodologique? Parce que les émotions, elles sont en partie, même si pas que, subjectives, et surtout,
elles peuvent être liées à d'autres sens que la vue. Vous savez, le bruit, un bruit bizarre qui tout d'un coup fait que... Les mouvements de foule, par exemple. Vous avez un bruit de pétard, qui fait que tout le monde va se mettre à courir. Donc on a le son, et vous le savez bien dans les films d'horreur, on travaille les sons. Donc, dimension sensorielle, mais aussi, c'est pas toujours dit. Alors, à part quand c'est sur les panneaux dans les manifestations, hein, mais parfois, on éprouve des émotions, mais on ne les dit pas forcément. Et parfois, on a même du mal à exprimer ces émotions. Et là, on a un problème parce que quoi ? Parce que les méthodes des géographes sont essentiellement, aujourd'hui, discursives et visuelles. C'est-à-dire qu'elles passent par le langage et elles passent par la vue. Là, je vous renvoie à un article de Dan Volvey, Yann Kalberak et Myriam Ouchaoutchous dans les Annales de géographie qui reviennent sur ça et qui disent, bah oui, le problème, c'est que les géographes, ils utilisent surtout du discours, entretien, questionnaire, analyse du discours, textuel, ou du visuel, pensez à l'observation, photo, film. Et du coup, on a une relative inadéquation entre les méthodes qu'on a à notre disposition et ce qu'on cherche à étudier. Et ce problème méthodologique, c'est à mon avis une des raisons, je l'évoquais tout à l'heure, qui explique le relatif retard du développement de la géographie des émotions par rapport aux autres sciences sociales. Et il était déjà soulevé dans un numéro qu'on avait coordonné avec Bénédicte Traniec sur géographie des émotions, et qui avait été, avec des pistes qui avaient été proposées, j'en viens ici aux propositions, par deux groupes d'auteurs, et notamment, je vais commencer ici, histoire de revenir à Johannesburg, ça vous manquait, et notamment par Christelle Olukai, qui sont, alors, il y a plusieurs manières de les appeler, mais elle les appelait dans son article les marches urbaines. Le principe, c'est quoi ? C'est de faire un entretien en marchant. Christelle, à cette époque-là, travaillait sur son Master 1 et elle travaillait sur la nuit à Johannesburg, dans ce fameux quartier que je l'évoquais tout à l'heure, Place of Life, Maboneng, donc quartier gentrifié, etc. Et elle commençait par un entretien dans lequel elle discutait, ici je crois que c'est Tidé, voilà. Elle discutait avec Tidé et Tidé lui dit non, là, le pont, là, moi il me fait pas peur, j'y vais souvent, etc. Très bien. Elle continue l'entretien en marchant. Et arrivée à ce pont, que vous voyez là sur la gauche, Tidé s'arrête. D'accord ? Elle dit « It's a no-go area », c'est un coupe-gorge, on dirait en français. On ne peut pas aller plus loin. Et ici, ce qui est intéressant en faisant l'entretien en marchant, c'est que finalement, on compare un discours verbal avec le langage corporel. À un moment, Tidé, elle avance plus. Pourquoi ? Parce que c'est un espace qui est peu éclairé, que tout d'un coup, il n'y a plus de garde, et que donc, elle associe ça à un espace dangereux, et que même si elle disait jusque-là qu'elle n'avait pas peur de cet espace, en réalité, elle ne va pas dans cet espace-là, son corps, elle s'arrête. Donc là, on a vraiment un outil qui permet de travailler les registres de langage, entre le langage discursif et le langage corporel. Autre piste, mais que vous connaissez sans doute plus, les cartes sensibles, travaillées notamment par Élise Olmedo et en compagnie de... ce dispositif a été créé par Élise Olmedo et Mathias Poisson, qui est un artiste. Là, l'idée, c'est quoi ? C'est d'intégrer dans nos cartographies une dimension sensible, voire émotionnelle, j'y reviendrai, de nos rapports aux espaces. Le dispositif est assez simple. Il s'agit de faire des marches à deux, avec quelqu'un qui a les yeux ouverts et l'autre qui a les yeux fermés. D'accord, on a un parcours. Voilà. Après, on s'arrête, on dessine et on inverse. Et ça donne, alors tout le monde n'est pas aussi doué en dessin qu'Élise Olmedo, mais quand Élise le fait, ça donne ce genre de choses. Là, je dis ça pour ne pas vous impressionner, parce qu'en fait, on s'en fiche de la qualité du dessin, c'est pas ça qui compte, c'est de savoir tout d'un coup comment on va percevoir un espace quand on est privé de la vue. Et on peut le décliner, je m'étais amusée à faire ça avec plus de sons, etc. Et on voit qu'on fait appel à nos sens différemment. Et ce qui est intéressant avec ce dispositif-là, c'est qu'aussi les marches se font généralement avec un groupe. Donc on peut aussi à la fin comparer les différents ressentis et pas rester seulement dans l'individuel, mais aussi travailler la dimension collective. Et pour continuer ce travail d'enquête méthodologique, c'est la raison pour laquelle, avec Jean-Baptiste Lannes, on a aussi fait, dans le cadre du séminaire Géographie des émotions qu'on avait créé avec Bénédicte Traniec en 2015, on a travaillé en fait, on a vraiment créé ce séminaire, on a transformé ce séminaire en une forme d'atelier expérimental et méthodologique, dans lequel en fait on testait collectivement des méthodes. Alors c'est un cours pas classique, je dois bien reconnaître, mais dans lequel tout d'un coup on s'est dit ok, prenons au sérieux ces éléments-là et comment on travaille ensemble
les émotions et comment, du coup, on est tous devenus chercheurs participants et on a essayé d'expérimenter ensemble des méthodes. Je vous en présente rapidement, parce que je sens que je dépasse déjà mon temps, différentes formes, et pour vous donner aussi d'autres idées qui vous donneront peut-être envie d'expérimenter. Ici, 2 ateliers proposés par Jean-Baptiste Lab, justement, avec l'écriture poétique. Écriture poétique collective. Le premier cas, c'était une écriture à 2 où il fallait penser à un lieu qui était pour nous associé à une émotion particulière et décrire ce lieu par le poème. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en ayant recours au poème, on va écrire autrement, faire appel à des dimensions plus sensibles que si on était dans un entretien plus classique. Ce qui est intéressant, c'est que normalement, donc, il y a un enquêté, un enquêteur. Celui qui a enquêté écrit le poème et l'enquêteur discute. Et dans un des poèmes, c'était... et discute en disant « Tiens, t'as mis tel mot à tel endroit, mais qu'est-ce que tu veux dire ?» etc. Donc le poème devient un support d'entretien. Et parfois, il y a une réécriture ensemble. Et ce qui est intéressant dans celui que je vous ai mis là, c'est qu'en fait, l'enquêteur a choisi de répondre autrement à quelque chose qui était livré par l'enquêteur en ayant recours au dessin. Donc on voit aussi que ça ouvre des perspectives avec des matériaux qui peuvent se mélanger. Et c'est ce qu'on a essayé de tester en 2021, quand là, on a été plus loin avec la question du calligramme, où on testait pareil un lieu, une émotion, au parc Montsouris. Et là, on a traité d'un nénuphar. Bref. Je pourrais revenir là-dessus, mais je prends déjà trop de temps. Donc là, ici, l'idée, c'est quoi? C'est de travailler différentes formes d'écriture pour essayer justement d'attraper toujours cette dimension plus sensible des émotions. Autre méthode, utilisée notamment par Lise Landrin, qui a soutenu sa thèse récemment et qui est une très très bonne thèse, que je vous conseille, qui est le théâtre déclencheur. Là, c'est quoi? C'est l'idée de travailler l'expression corporelle des émotions. C'est une technique que nous, on a testée en classe, mais c'est elle l'a utilisée dans le cadre d'une thèse menée dans un village népalais, auprès surtout de femmes et d'enfants qui appartenaient à des castes différentes, qui ne sont donc pas sans cesse pareilles. L'idée, c'était aussi comment on crée du lien et du dialogue entre des populations qui ne sont pas censées échanger ensemble. Donc ici, là, ce qu'on cherche, c'est de travailler, encore une fois, cette dimension corporelle des émotions, qui peut être l'objet de discours, mais on passe par le corps d'abord. Ça fait pas mal, hein, je vous rassure. Je vois qui s'inquiète. Et puis, dernière chose, je boucle la boucle sur ce que je disais tout à l'heure. À partir des cartes sensibles d'Élise, moi, j'ai travaillé un peu le même dispositif, mais en travaillant des cartes émotionnelles avec des consignes un peu plus strictes où, dans le moment de restitution, ce que je demande, c'est de dessiner l'itinéraire, plus dur quand on a les yeux fermés, les perceptions, le bruit d'une voiture, que sais-je, et les émotions qui peuvent être associées à ces éléments. Donc c'est une autre manière d'aborder ça. Alors c'était d'autant plus compliqué en période de Covid où on ne pouvait pas se toucher, mais bon, on y arrive quand même. Et ça, ce type de marche, etc., je sais, je dis ça pour les aménageurs urbanistes, que ça peut être aussi des choses qui sont utilisées dans ce qu'on appelle aujourd'hui les diagnostics sensibles, qui est aussi une manière d'appréhender autrement un espace et de comprendre pourquoi ce banc-là, il est très sympa, mais en fait, il y a tellement de bruit qu'on n'y reste jamais. Voilà. Et ça peut être aussi utilisé dans les opérations de sensibilisation, par exemple justement pour comment les aveugles se déplacent en ville. Faire ce genre de marche peut être aussi un moyen de se rendre compte que, en fait, oui, mettre partout là sur les passages piétons des petits, je sais pas comment on appelle ça, j'appelle le vocabulaire technique, vous avez, vous sans doute, des petits machins qui fait qu'on les sent sous les pieds et qu'on sait qu'il y a une voiture. Borne tactile, merci. Ce genre de choses, c'est aussi une manière de sensibiliser les publics qui ont tout leur sens à ceux qui ont des mobilités plus réduites. Bref, je conclue là pour vous dire quoi? Pour vous dire que donc j'espère, au terme de cette présentation, vous avoir montré que les émotions sont donc une composante des villes, contemporaines ou anciennes d'ailleurs, et qu'elles méritent à ce titre d'être prises en compte dans l'étude, mais aussi dans la conception des villes, même si la conception, vous l'aurez compris, c'est moins ma compétence. Et que prendre en compte ces émotions en particulier dans la ville, suppose toutefois d'inventer ou de réinventer des méthodes pour essayer justement d'enrichir nos méthodes actuelles avec d'autres sens et d'autres types de langage que ceux qu'on utilise habituellement. Puis en termes de clin d'œil, évidemment, j'ai mis une petite image de Montpellier. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions.